a vu dans le passage précédent, Vaekach et Avichem, et Avram, et Vernar, va oler roto bechol eretz Kenaan, varbe zaro. On a vu que, donc on a commencé la Haggadah, et j'ai pris votre père, de Avram, de l'autre côté du fleuve. Et là-bas, on a rapporté on va dire un mot intelligent, un mot un peu classe, la dualité entre Yaakov et Esav. On voit que Yaakov et Esav, mis à part que c'était deux personnages, ce sont deux civilisations, ce sont deux façons d'être qui se confrontent. On avait expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez, que qu'est-ce qui va faire que ce n'est que Yaakov qui va être la descendance de Abraham. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On dit que Hachem, il avait promis à Abraham que sa descendance serait étrangère et serait étranger sur une terre étrangère, serait esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Vous vous rappelez? Et qui c'est qui a payé donc cette amende-là? C'est Yaakov. Et c'est pas Esav. Esav, lui, va refuser. Rappelez, on avait raconté ça, quand ils sont confrontés, Yaakov et Esav, Esav a voulu tuer Yaakov, et Yaakov il a dit, ok, si tu me tues, sache que c'est toi qui vas aller en Égypte pendant 400 ans. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ok, vas-y toi, et on se revoit après. Maintenant, la question qu'on pose ici, il pose une question. Il dit, pourquoi est-ce que Esav va refuser? Pourquoi Esav va refuser? Vous allez me dire, 400 ans esclave, waouh, c'est pas un truc que tout le monde veut le faire. Alors si c'est pas quelque chose de profitable, qui a un profit, alors pourquoi Yaakov a accepté? Pourquoi Yaakov a accepté? Pourquoi Esav l'a refusé, Yaakov a accepté? Quoi, Yaakov était plus intelligent qu'Esav, Esav était bête, Yaakov était intelligent? C'est dur de dire ça. Alors, on imagine bien que Yaakov, c'était un personnage qui était beaucoup plus grand que Esav. Enfin, malgré tout, on ne pense pas que Esav, et c'était un ignorant. Nous, dans les dessins des enfants, toujours on imagine Esav comme un petit gros comme ça, avec plein de poils, avec une masse. C'est pas ça, Esav, c'est un grand personnage. S'il va être le père de toute une descendance de l'Occident, c'était forcément quelqu'un de très intelligent. Donc c'est quoi son calcul à lui de refuser d'aller en Égypte pendant 400 ans? Il a perdu quelque chose de grave. Apparemment, tu vois qu'Yaakov, lui, il a sauté sur l'occasion. Il a dit non, moi je veux, donne-moi 400 ans, je veux. Donc c'était une bonne affaire. Pourquoi donc Esav t'a refusé? Alors les commentateurs, très intéressant ce qu'ils expliquent, qui disent qu'en réalité, ici il y avait une deuxième question, mais j'ai pas envie de la poser. Non, je ne vais pas la poser parce la première est suffisante. Pourquoi est-ce qu'il va refuser? Alors, c'est très intéressant. C'est quoi le problème de Esav? On m'a dit que ce n'était pas le manque d'intelligence. L'intelligence, il l'avait. Alors, c'est quoi le problème? La gashmiout. C'est trop vague comme... Vous savez ce que c'est le problème de Esav? C'était les midotes. Là, il veut la liberté. Mais regarde, cette liberté, elle coûte cher. Non, il ne voulait pas être soumis aux règles. Pas de soumis aux règles, mais bon, sauf ça, tu perds quelque chose. Tu perds de devenir le peuple élu. Alors ici, le Rav Shalom Shvadron, lui, explique autre chose. Il dit la raison pour laquelle... Le Rav Shalom Shvadron. Que... Lui, il ramène la honte. D'accord? Alors, je ne vais pas expliquer exactement ce que ça veut dire, de quelle honte il parle. Alors, pour illustrer ça, je vous raconte une histoire qui est arrivée à la Yeshiva. Il y a quelques années, je change un petit peu le contexte pour pas que celui qui était l'acteur de cette histoire-là, il se reconnaisse. Il y a un type à la Yeshiva qui est resté ici, il s'est marié. Il s'est marié, mais au bout d'un certain temps, il a divorcé. Et le divorce était dramatique. C'est dramatique. Dramatique. Et le père de la jeune fille n'était pas content du tout de ce gendre qui s'est mal comporté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la yeshiva. Et il cherchait un bouc émissaire. Et il est arrivé, le Rav Shaya n'était pas là. Il n'était pas là, Rav Shaya. Il a demandé aux élèves, il dit, il n'y a pas un Rav ici? Alors moi j'étais ici, là, j'étais en train d'écrire le livre. Il m'a dit, si, Rav Hassan là-bas. Le mec, il est venu me voir. Alors je le vois. Je le reconnais, j'étais au mariage, je le vois le monsieur. Il me dit, vous savez qui je suis? Je dis, oui, je sais qui vous êtes, monsieur, je sais.
Et il me dit, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez laissé faire ça? Je dis, monsieur, on a laissé faire. Et il commence à me crier dessus. Et il commence à m'engueuler. Il commence à me dire, mais c'est quoi ce bonhomme? Et il me dit une phrase, elle m'a choqué la phrase. Il me dit, je comprends pas, ce bonhomme-là, il était chez vous pendant 2 ans. Vous l'aviez dans les mains pendant 2 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas éduqué? Pourquoi vous ne l'avez pas éduqué? Vous savez comment il s'est comporté? Moi, je savais comment il s'était comporté. Pourquoi vous ne l'avez pas éduqué? Il m'a tellement crié dessus, j'étais choqué. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'étais figé comme ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et il est parti. Bon, au moins, il a fait son kiff, il a crié sur quelqu'un, il s'est déchargé. Alors, moi, j'ai apaisé quelqu'un. J'ai changé des détails. Vous ne pouvez pas savoir lesquels, mais changé des détails. Maintenant, après, je me suis mis à réfléchir. Je parlais avec le Rav Shaya, on a réfléchi. On a parlé ensemble. Et je lui ai dit, c'est vrai, pourquoi on ne l'a pas éduqué, Rav? Pourquoi on ne l'a pas éduqué? Et est sorti de la discussion qu'en réalité, on ne l'a pas éduqué. Vous savez pourquoi on ne l'a pas éduqué? Parce qu'il ne se laissait pas éduquer. C'était un homme qui était tellement égocentrique, qui était tellement orgueilleux, qui était tellement plein de mauvaises midotes, que tu n'avais aucune influence sur lui. Et c'est un type qui a passé tous les cours. Ça, il n'est pas resté dans la première classe. Il est monté dans les classes. Il était très fort. Il savait étudier. Il savait étudier, le bonhomme. Mais, entre parenthèses, le Shidour, c'est pas nous qui l'avons fait. Tout seul, il s'est trouvé une cala pour se marier. C'est pas nous qui l'avons fait. Mais ce bonhomme-là, il était très intelligent au niveau du sechel, mais au niveau du cœur, il était pourri. Il nous a pas laissé l'éduquer. Il n'était pas écouté. Quand tu lui disais quelque chose, non, il avait toujours à te répondre. Il était orgueilleux, il était toujours mieux que toi, il savait mieux que toi. Et en réfléchissant, je me suis aperçu que c'est vrai que ce n'est pas un personnage que j'avais un contact agréable et facile avec lui. C'est un bonhomme que tu n'osais pas lui dire des trucs. Tu n'osais pas lui faire une remarque parce qu'il y a des peurs qui te sautent dessus. En tout cas, on voit que ce bonhomme-là, ce qui a fait ce raté qu'il a commis, d'accord, je ne connais pas la suite de sa vie, mais ce raté-là, c'était quoi sa cause? C'était pas à cause de son sechel. Il manquait pas de sechel, il était intelligent. C'était à cause de ses midotes, à cause de ses traits de caractère. Et un homme qui ne sait pas bien se comporter, et qui n'accepte pas la remontrance, et qui n'accepte pas de s'arranger, alors en réalité, c'est une tare, il a un défaut en lui. Et toute sa façon de penser, elle est faussée. Et c'est ça le problème de Esav. Esav, pourquoi il ne pouvait pas réfléchir? Pourquoi il n'a pas réussi à comprendre que partir 400 ans en esclavage en Égypte, ça valait le coup? Pourquoi? Il avait trop mauvais midot, Esav. Esav, il est mauvais. Esav, il est ras dans son cœur. Son sechel, il est bon. C'est pour ça que vous savez que quand il est mort, Esav, on lui a coupé la tête. Et sa tête, où est-ce qu'elle a roulé? À Marata Marpella. Quand vous avez déjà été à Marata Marpella? Vous n'avez jamais été? Quand vous montez les escaliers, vous avez déjà été? Oui? Souvent? Tu es rentré là-bas, tu as vu le... Alors quand tu rentres Marata Marpella, tu montes les escaliers, tu rentres, il y a une petite pièce, et après la petite pièce, il y a un grand couloir comme ça. Ils ont mis les radachim entre les deux, les femmes et les hommes. Si tu te mets du côté des femmes, tout au bout, oui, à droite, il y a une grille comme ça, et là-bas, il y a marqué, ici est enterrée la tête d'Esav. La tête d'Esav, elle est enterrée là-bas. Pourquoi sa tête, elle est enterrée avec les patriarches? Parce qu'il avait une bonne tête, mais son corps, il n'est pas enterré là-bas. Pourquoi? Son corps, ses traits de caractère, c'est trop mauvais, il ne peut pas entrer là-bas. Et donc, qu'est-ce qui va abîmer son jugement à Esav? C'est les mauvais traits de caractère. Et on voit que, et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que le vrai chacham, le vrai sage, c'est ce qu'on appelle le chacham lev. La sagesse est dans le cœur. La sagesse, elle est dans le cœur. Tu peux être intelligent jusqu'à demain, mais si ton cœur il est pourri, si ton cœur il est sale, si tu as des mauvais traits de caractère, ta sagesse elle ne sert à rien. Elle sert à te faire du mal. Donc avant de développer son intellect, il faut aussi développer son cœur. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on a raconté l'histoire que la Demour de Tzantz, d'accord? Vous connaissez Nathania, la Demour de Tzantz? Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam. Que lui, un jour, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il a dit moi, toute la journée, qu'est-ce que je fais? Je fabrique des ponts. Je fabrique des ponts? C'est quoi, je fabrique des ponts? Il a dit oui, je fabrique des ponts entre mon cœur et mon cerveau. Il essaye de faire tout le temps le lien entre son cœur et son cerveau. En tout cas, on voit cette dualité entre Esav et
et Yaakov. Très joli. Bavitre